Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 28 mai. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Moudjahid Othman Belouizdad, dernier membre en vie du groupe historique des 22. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a pris part aujourd'hui par visioconférence à la réunion de haut niveau sur le financement pour le développement organisée sous l'égide des Nations Unies, durant laquelle les participants ont plaidé en faveur d'un appui financier plus important aux pays en développement dont la vulnérabilité a été accentuée par la pandémie de Covid-19. Dans le cadre des relations fraternelles qui unissent l'Algérie et le Mali, l'Algérie a fait don de matériel militaire et logistique à ce pays voisin, destiné à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Le port du masque obligatoire dans l'espace public depuis dimanche. Les contrevenants risquent une amende de 10 000 dinars et alors que la disponibilité est assurée, la question de l'accessibilité demeure malgré la décision du plafonnement des prix. Reportage dans notre édition. Et le continent africain compte plus de 124 000 cas confirmés de coronavirus. En attendant l'amélioration de la situation épidémiologique, plusieurs compétitions sportives dans la CAN risquent le report. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin le Moudjahid Othman Belouizdad, membre du groupe historique des 22, qui avait planifié le déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a exprimé à l'entame de la rencontre, à laquelle ont pris part le directeur de cabinet de la présidence, Nourdine Bardad Daïj, et Belhaïd Mohamedou Saïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole de la présidence. Sa joie de recevoir un des symboles emblématiques de la glorieuse guerre de libération nationale, qui a accompli avec abnégation son devoir aux côtés des vaillants compagnons pour libérer le pays du joug colonial, refusant après l'indépendance tout poste de responsabilité au sein de l'État et préférant vivre en tant que simple citoyen. Le président Tebboune s'est dit désolé de n'avoir pu rencontrer en cette circonstance les autres héros du groupe des 22, tous décédés. Le dernier à avoir rendu l'âme étant Feu Abdelkader Lamoudi, puisse Dieu les entourer de sa sainte miséricorde. Le président a ensuite informé son hôte de la situation générale prévalant dans le pays et des mesures en cours pour l'édification de la nouvelle République dans le plein respect de la déclaration du 1er novembre 1954, notamment ses dimensions démocratiques et sociale, et écouter ses avis pour tirer profit de sa longue expérience. Pour sa part, le Moudjahid Othman Belouizdad s'est félicité de cette rencontre et a salué la détermination du président de la République à protéger la souveraineté nationale, défendre les constantes de la nation, répandre la justice sociale et préserver la mémoire nationale, ce qui témoigne de la fidélité au sacrifice des vaillants chouhada et moudjahidines et à la déclaration historique du 1er novembre. Fin du communiqué. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a pris part aujourd'hui par visioconférence à la réunion de haut niveau sur le financement du développement à l'ère du Covid-19, au-delà co-organisée au niveau des Nations Unies par le Canada et la Jamaïque, durant laquelle les participants ont plaidé en faveur d'un appui financier plus important aux pays en développement dont la vulnérabilité a été accentuée par la pandémie de Covid-19. Lutter contre le coronavirus en ne perdant pas de vue la réalisation des objectifs de développement durable, c'est le double défi et la double urgence auquel est confrontée la communauté internationale. À cette occasion, le Premier ministre a prononcé une allocution et je vous propose de l'écouter. سيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أحيي كندا وجامايكا بصفتهما رئيسي مجموعة أصدقاء تمويل التنمية والسيد الأمين العام للأمم المتحدة على مبادرتهم المحمودة بالدعوة إلى
عقد هذا الاجتماع الذي يمنحنا فرصة فريدة للبدء في تفكير جدي يهدف إلى إيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء أزمة فيروس كورونا المستجدة. ولعله من الملائم التذكير أولا بالعرض المقدم خلال القمة المخصصة لأهداف التنمية المستدامة شهر سبتمبر المنصرم، الذي أبرز أن الإنجازات المحققة في سبيل تحقيق الأهداف 17 لبرنامج 2030 تبقى غير متساوية وبطيئة، وتأتي مسألة توفر التمويل الملائم إلى قلب هذا النقاش الهام. إن انتشار هذه الجائحة أدى إلى تعقيد الأوضاع فيما يتعلق باحتياجات التمويل الاختلالات الناجمة عنه سواء بين الدول أو داخل الدول ذاتها، كما أن استمرار هذه الأزمة الصحية مثلما يتوقعه الكثيرون من شأنه أن يعمق الأزمة المالية التي تشهدها كل الأمم. وإذا كان بإمكاننا التعبير عن ارتياحنا للمستويات غير المقلقة لحد الآن لانتشار هذا الوباء على مستوى قارتنا الإفريقية، فإنه من المؤسف إقرار بأن نتائج هذا الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي ليست كذلك. بالإضافة إلى التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية والإنسانية وآثار التغييرات المناخية والتصحر والجفاف، تأتي إشكاليات انهيار أسعار المواد الأولية وعبء خدمات الديون وتراجع التدفقات المالية، فضلا عن رهانات الأمن الغذائي. Et ce communiqué que nous venons de recevoir à l'instant du Premier ministère, après consultation du comité scientifique de l'autorité sanitaire sur l'évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus Covid-19 et après accord du président de la République, le Premier ministre Abdelaziz Jalad a pris les décisions suivantes. La levée totale du confinement pour les wilayas de Saïda, Tindouf, Ilizi et Tamanrasset. Cette décision est motivée par les résultats favorables enregistrés au niveau de deux indicateurs. La stabilisation du nombre de nouveaux cas décomptés à 15 jours d'intervalle, le taux de reproduction du RO qui est inférieur dans ces 4 wilayas, sachant qu'en situation de forte contagion, ce taux de reproduction est supérieur à 3. Et ces indicateurs constituent des objectifs qui peuvent être atteints par d'autres wilayas en fonction du degré d'observance des règles et consignes sanitaires. Cette mesure de levée totale du confinement est accompagnée du maintien du dispositif d'encadrement sanitaire strict au niveau de ces wilayas avec le renforcement du contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée la recherche plutôt active et systématique des sujets contacts en cas de contagion. Afin de rompre rapidement la chaîne de transmission du coronavirus, comme cela est pratiqué depuis le début de la pandémie, l'application d'un confinement partiel à domicile de 17h jusqu'au lendemain à 7h du matin, applicable aux wilayas de Betna, Béjaïa, Blidat, Lemsen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Borj Bouarelij, Tipaza et Ain Defla, et ce pour une période de 15 jours applicable à compter de samedi 30 mai jusqu'au samedi 13 juin 2020. Et la prorogation plutôt pour le reste des wilayas du confinement partiel à domicile de 19h jusqu'au lendemain à 7h du matin pour une période de 15 jours applicable à compter du samedi 30 mai jusqu'au samedi 13 juin 2020 également. Le gouvernement appelle par ailleurs les citoyens et les citoyennes à poursuivre les efforts déployés en matière de respect des mesures d'hygiène, de l'obligation du port de masques de protection, de distanciation sociale et de l'ensemble des mesures barrières édictées
par l'autorité sanitaire a l'effet de contribuer à la rupture de la chaîne de propagation du Covid-19. Et c'est grâce à la poursuite de cette mobilisation citoyenne que l'on pourrait renforcer ces résultats encourageants au niveau d'autres wilayas où commence à émerger une amélioration des indicateurs épidémiologiques. En effet, il a été observé que des wilayas où les citoyens ont respecté les mesures de prudence nécessaires pour leur protection et celles de leur entourage, des résultats significatifs ont été obtenus. Mais ces indicateurs demeurent fragiles et pourraient connaître une détérioration rapide en cas de relâchement de la discipline et de nos comportements à l'égard des mesures de précaution édictées, auquel cas les pouvoirs publics pourraient être amenés à renforcer de nouveau les mesures de confinement. Fin du communiqué. Dans le reste de l'actualité, solidarité plutôt dans le cadre de la solidarité, dans le cadre des relations fraternelles qui unissent l'Algérie et le Mali. L'Algérie a fait don de matériel militaire et logistique à ce pays voisin destiné à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants a salué le rôle de l'Algérie dans la mise en œuvre du processus de paix. Abdelmajid Benrassi. Des dons composés de véhicules de logistique, de combat, de transmission, d'ambulances et de transport de troupes au nombre de 53, destinés aux bataillons reconstitués dans un cadre opérationnel. Ce matériel permettra de renforcer les capacités opérationnelles dans le cadre de la sécurisation du pays, des populations et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a estimé le général de division Ibrahim Dembélé. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants a salué à l'occasion la qualité des relations entre l'Algérie et le Mali dans le cadre de la mise en œuvre du processus de paix. Aujourd'hui, on est là à recevoir les matériels roulants, environ plus de 53 véhicules. Quand on dit véhicules, c'est pour les bataillons au complet. Non seulement il y a des véhicules logistiques, citernes, des véhicules de transmission, des ambulances et des véhicules de transport de troupes et des véhicules de combat. Donc c'est pour nous aujourd'hui le lieu de remercier au nom du président de la République démocratique et populaire d'Algérie, qui est une république serbe, qui fut toujours présent à côté du Mali. Et ces matériels sont là pour appuyer les forces armées et reconstituer les différents bataillons qu'on est en train d'envoyer sur le terrain pour non seulement la sécurisation, le maintien, la sécurisation de ces zones du nord et pour la stabilité, veiller sur la quiétude de la population. Il faut rappeler que 3 semaines auparavant, l'Algérie avait fait un autre don composé d'armements légers et lourds avec du matériel logistique pour l'équipement d'un bataillon. Activité parlementaire, la commission des finances et du budget s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Tarek Tridi et en présence du ministre des Finances Abdelrahman Raouia et de la ministre des Relations avec le Parlement Besma Azouar. La séance a été consacrée à l'examen des propositions d'amendement de la loi de finances complémentaire 2020. Pour rappel, le bureau du Conseil avait introduit hier 30 amendements. Le bilan du coronavirus a évolué dans le pays, 140 nouveaux cas confirmés et 148 guérisons. Par ailleurs, 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, des chiffres communiqués par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Le professeur Jamal Fourar, je vous propose de l'écouter. Ce jeudi 28 mai, la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie, au cours des 24 dernières heures, sur la base des notifications et sur la base des examens virologiques faits par les différents laboratoires régionaux, se présente comme suit. Pour ce qui est des principaux indicateurs, nous avons 140 nouveaux cas, 148 patients guéris, 35 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Concernant les cas, avec les 140 nouveaux cas enregistrés au cours des 24 dernières heures, le total cumulé est de 8 997, soit une incidence de 20 cas pour 100 000 habitants. Et il faut noter que 29 wilayas ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale et que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Alger, Oran et Sétif ont enregistré le plus de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, 7 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Médéa et 1 à Alger, Tiaret, Sidi Bel Abbas, Msila et El Bayed, portant ainsi le nombre de cas cumulés de décès à 630. 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Concernant le
les patients qui ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, le nombre est de 16 149. Il se répartit comme suit, 7 286 cas confirmés au laboratoire et 8 863 cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 5 277, dont 148 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous exhortons tous les citoyens à rester vigilants et de se conformer à l'obligation du port du masque en toutes circonstances. C'est un comportement responsable envers la société. Merci de votre attention. Et l'une des mesures barrières les plus efficaces dans la lutte contre le Covid-19, le port du masque de protection obligatoire depuis dimanche dernier dans l'espace public. Les contrevenants risquent des amendes jusqu'à 10 000 dinars. Abdelmajid Benkrassi. Et avant l'imposition de l'amende, une opération de sensibilisation de l'obligation du port du masque a été initiée par la PCWZ, avec également la distribution de bavettes de protection. Une initiative à laquelle ont participé des associations, des médecins et la Sûreté nationale. Nous avons lancé aujourd'hui une action de distribution de masques avec la collaboration des services de police. Nous sommes à la troisième opération. Nous avons déjà distribué 1000 bavettes une première fois et ensuite 4000. Aujourd'hui, nous sommes en pleine application du décret exécutif de l'obligation du port du masque de protection. اللي يفرض أنه الكمامة واجبة على كل مواطن. Le port du masque est une obligation pour lutter contre la propagation du coronavirus. À défaut, les contrevenants risquent une grosse amende. Le défaut du port du masque exposera le contrevenant au paiement d'une amende de 10 000 dinars, conformément au décret exécutif. Nous demandons plus de mesures et d'actions visant à la protection des personnes et de notre pays. Le port de la bavette est une très bonne chose pour notre santé. Nous devons en porter tous. Le port de la bavette reste une mesure salutaire pour contrer le virus. Et les autorités assurent la disponibilité du masque de protection par la distribution de millions d'unités à travers le pays, mais aussi l'effort des différents secteurs et le travail associatif dans la confection des masques dits de grand public. La question de l'accessibilité, elle, persiste malgré la décision de plafonner les prix. Reportage à Blida, commentaire de Yanis Ait Benkrassi. Dans la wilaya de Blida et à l'instar des autres wilayas du pays, le port du masque de protection est désormais obligatoire. Dans les rues, la mesure semble être respectée par la majorité des citoyens. Nous nous devons de respecter les consignes de sécurité, d'autant plus que le port du masque est obligatoire. Par exemple, à l'entrée de la mairie, il y a un tunnel de désinfection et l'accès est interdit si la personne est sans masque. Il est vrai que nous avons eu du mal à accepter le confinement, mais par la suite, nous nous sommes habitués. On est obligé de le porter pour notre sécurité et celle de notre entourage. Mes filles et leurs enfants ne sont pas sortis de chez eux depuis 3 mois. Elles ne sont même pas venues me rendre visite pour l'Aïd, par précaution. Quant à moi, je suis sortie faire mes courses. Alors que certains ont totalement adhéré à la démarche, d'autres n'hésitent pas à enfreindre la loi. Certains respectent le confinement et d'autres non. Je n'achèterai jamais une bavette à 70 dinars. Les bavettes se vendent entre 60 et 70 dinars. Nous-mêmes, nous les achetons à des prix très élevés. L'APC a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses habitants, telles que la distribution des masques de protection. D'ailleurs, l'opération se poursuit toujours. Le masque de protection, une mesure barrière devenue obligatoire dans le but de préserver la santé publique.
La campagne de prévention contre les feux de forêt en préparation, une commission dédiée à cet effet a été installée ce matin en présence des ministres de 4 secteurs, l'environnement, les ressources en eau, l'enseignement supérieur et l'agriculture. Chérif Oumari, le ministre de l'Agriculture, est revenu sur les mesures prévues pour lutter contre les feux de forêt. Et à cette occasion, Oumari a affirmé que les missions de la Commission nationale de protection des forêts seront élargies et son cadre juridique révisé afin de définir les principaux repères d'une politique préventive et opérationnelle de protection des forêts contre divers dangers, notamment les incendies. Agriculture et la production du blé tendre à Mnira expérimentale. Elle rencontre un franc succès cette année. Les agriculteurs tablent sur 400 000 quintaux et ce, malgré les difficultés auxquelles ils font face. Monia Nawal Hamoudi. Dans la région de Mnira, la culture expérimentale du blé tendre a été menée avec succès. Entamée l'an dernier, cette culture prometteuse a poussé les agriculteurs à élargir les surfaces cultivées. Les agriculteurs ont pris les choses en main et les résultats sont prometteurs. Cette année, nous tablons sur une production de 85 quintaux par hectare. Cette expérience entre dans le cadre de la politique de l'État visant à réduire l'importation de la farine. Cette année, la récolte a presque doublé. Elle est estimée à 400 000 quintaux, alors que l'année passée, elle était de 256 000 quintaux. Le développement de cette culture connaît toutefois des obstacles, principalement l'absence de raccordement en électricité rurale. On aimerait que ce problème soit résolu définitivement. Nous recourons au groupe électrogène, mais cela nous coûte très cher. Nous sommes ici pour nous enquérir des difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés, notamment l'électricité rurale et l'aménagement des chemins agricoles. Les investisseurs dans cette filière espèrent pouvoir créer une coopérative céréalière visant à assurer les moyens de stockage des céréales dans la région. Et l'une des problématiques auxquelles fait face l'agriculture saharienne, la rareté de l'eau. Et à Ardaya, parmi les solutions adoptées pour y faire face, les Fougara, un système ancestral d'irrigation spécifique à la région et au Sahara de manière générale. Yamina Saïdji. La Fougara, une technique d'irrigation traditionnelle séculaire, toujours utilisée en Algérie. Témoignage d'une civilisation qui a su admirablement domestiquer les éléments et la rigueur du désert. C'est un système d'irrigation complexe et très ingénieux qui remonte à quelques centaines d'années. Les canalisations sont construites pour alimenter les jardins lorsqu'il n'est pas possible de creuser des puits. Parfois l'eau continue de couler pendant plusieurs jours, peu importe la quantité d'eau disponible. L'important, c'est qu'elle continue de se déverser. Ces galeries drainantes sont aussi une technique liée à un système social de travail collectif mené par un comité de sages appelé Jma'a. C'est ce comité de sages qui est chargé de diriger et de surveiller l'entretien de la Fougara et de la répartition de son eau si précieuse. Un système d'irrigation fondé sur l'exploitation rationnelle des eaux souterraines qui représente un héritage culturel et historique. Et cette information en bref, Taïeb Zitouni, nouveau secrétaire général du Rassemblement national démocratique, seul candidat du parti, il a été élu à l'unanimité ce matin lors du 6e congrès exceptionnel du RND.
Justice, la cour de Tipaza a affirmé aujourd'hui dans un communiqué que Karim Tabou avait volontairement refusé d'effectuer un appel téléphonique avec un membre de sa famille sans avoir consulté préalablement ses avocats, et ce en dépit de l'accord qui lui a été signifié par les autorités judiciaires compétentes. Karim Tabou en avait exprimé précédemment la demande, celle-ci a été examinée et accordée. À ce titre, la cour de Tipaza rejette catégoriquement les informations relayées par des organes de presse portant sur le refus de la demande émise par l'intéressé pour un appel téléphonique avec sa famille durant sa période de détention au niveau de l'établissement pénitentiaire relevant du territoire de compétence de la dite cour. Justice toujours, et le parquet du tribunal d'Oran a transmis aujourd'hui au juge d'instruction le dossier de l'affaire de l'organisation récemment d'une soirée artistique au sein d'un hôtel en infraction aux mesures de prévention contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. A indiqué cette instance judiciaire, les parties concernées par cette affaire ont été présentées devant le parquet à l'issue des investigations menées par les services de la sûreté sur les motivations des organisateurs de cette fête qui a eu lieu à l'hôtel Le Zénith la veille de Eid al-Fitr et diffusée le second jour de l'Aïd par la chaîne de télévision El Bahia TV, a souligné la même source. À l'étranger, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, Josep Borrell, a réitéré la position de l'Union européenne concernant la question du Sahara occidental en réaffirmant le soutien du bloc européen aux efforts de l'ONU visant à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Une solution prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Cette attitude a été confirmée par le chef de la diplomatie européenne dans sa réponse à la lettre que lui ont adressée 2 députés européens sur le cas de la militante sahraoui Mahfouda Bomba Shrif qui était incarcérée dans une prison marocaine à Laayoune occupée. Et dans le monde, la pandémie de coronavirus a fait au moins 355 700 morts depuis son apparition en décembre. Le dernier bilan fait état de plus de 5,7 millions de cas diagnostiqués dans tous les pays. Avec plus de 100 000 morts, les États-Unis est le pays le plus touché. Et en Afrique, 3 690 décès sont à déplorer pour plus de 124 000 cas enregistrés. La question du déconfinement reste tributaire de l'amélioration de la situation épidémiologique dans le continent africain. En attendant, plusieurs compétitions sportives, dont la prochaine CAN, risquent le report. Saïd Fellak. La Coupe d'Afrique des Nations va-t-elle avoir lieu en janvier 2021 au Cameroun? Pas si sûr. Selon plusieurs informations, la Confédération africaine de football devrait annoncer dans les prochaines semaines le report de la compétition continentale. 4 journées de matchs qualificatifs pour le tournoi africain restent encore à jouer et au vu de la situation sanitaire mondiale, il est quasiment impossible pour la CAF de trouver des dates disponibles d'ici la fin de l'année en cours. Le président de la plus haute instance footballistique du continent, Ahmed, s'est exprimé jeudi, n'écartant aucune hypothèse quant à la tenue ou pas de la prochaine CAN, soulignant qu'il n'est pas évident de boucler ces éliminatoires au regard du contexte actuel. La FIFA, qui mise sur la reprise d'un plus grand nombre de championnats dans le monde, après plusieurs semaines d'arrêt, avait d'ailleurs indiqué qu'elle allait supprimer toutes les dates réservées aux sélections pour cette année 2020 afin de privilégier les compétitions de clubs et préserver l'intégrité physique des footballeurs. Après l'Euro, la Copa América et les JO de Tokyo, la CAN devrait donc logiquement elle aussi être reportée. L'Algérie, championne en titre, gardera ainsi son trophée au moins une année supplémentaire. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.